Bonjour, donc bonsoir, merci. Et alors, l'exercice de Noël n'est pas facile, croyez-le, en tout cas pour moi. Il est un peu pareil pour vous. D'autant plus qu'il est un peu intime, puisque le thème de nos contributions, ça touche bien sûr à l'horizon, même s'il y a des maisons qui vont avec. Moi, si je vais présenter la mienne, parce que déjà un petit peu gênant, je vais essayer de rester extérieur. Alors, horizon, alors, ça c'est pas bien. Bon, je vais parler encore plus fort. Okay. Alors, l'horizon, cette maison est au rosaire. Voilà. L'horizon, il est permanent. Et en même temps, il change tout le temps d'allure. Donc, cette maison un petit peu en observatoire de ce qui se passe loin, elle est soumise quand même à des variations qui sont plus nombreuses que je ne l'aurais imaginé au départ. C'est donc les rosaires, Perrin. Les rosaires, je rappelle rapidement une vieille station, 1905, imaginée, initiée par Lucien Rosengart. Mais je la montre parce qu'on voit qu'au départ, à part quelques maisons qu'on appelle les rosariennes aujourd'hui, il se passait rien entre la plage et les propriétés privées. C'était pratiquement l'état naturel. Ça a évolué, puisque sur la photo du milieu, on voit déjà un premier perret qui avait été construit. On est au pied de ce qui est aujourd'hui l'école de voile de Saint-Brieuc, qu'on voit à droite. Longtemps, la situation de la plage, puisque c'est quand même une station, est restée dans son état quasi initial, puisque la frontière entre la mer, surtout une marée haute, et les espaces urbanisés, se limitait à une petite margelle, un petit perret qui est assez peu surélevé par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ici, c'est une photo des années 80. Ah, pardon, j'ai oublié. En bleu, l'emplacement de la maison dont je vais parler immédiatement. Une photo un peu plus rapprochée. On voit bien où on est. Moi, je suis un tout petit peu avant l'école de voile de Saint-Brieuc. Et une photo plus récente des années 2015, parce que ma maison n'est pas encore commencée. Mais la véranda de l'école de voile est finie. Je ne sais pas si José est là. Voilà. Et ça, c'est la situation donc très récente, puisque la plupart des maisons du front sont toutes là, y compris les deux dernières sur les terrains ruraux planistes, où se trouve ma parcelle. J'ai parlé de ce rapport à l'horizon, mais je parlerai d'abord du rapport à la mer, parce que on est aussi dans un régime de marée, et le climat joue beaucoup. Et tant qu'il n'y avait pas cette surélévation de Nadive à laquelle j'étais associé, puisque j'étais l'architecte d'un groupement avec un paysagiste, cette digue a été réalisée en 2001, mais jusque-là, on fonctionnait avec les risques inhérents à des gros coefficients de marée, une tempête et la pluie en même temps, ce qui finalement est possible. Et ça crée donc des situations chez tout le monde, en particulier dans le secteur où ma maison s'est installée, d'inondations, pas dramatiques, mais relativement courantes. Et la digue s'est créée. Je la mets en avant parce que c'est le premier horizon de ma maison, je veux dire on va jusqu'au bout. C'est ce que je vois en premier, c'est une espèce de ligne de flottaison qui, elle, ne bouge pas par rapport au niveau de marée, parce que quelquefois la mer paraît beaucoup plus haute au lointain et beaucoup plus basse au lointain selon l'heure de la journée. La digue, même finie, se révèle nécessaire. Alors c'est une digue qui a été calculée sur un principe de crue. On dit crue quand même, je pense, pour les marées. Trentenale. On aurait pu faire l'autre échelle, c'était centenale, mais ça aurait fait un véritable mur où on aurait complètement confisqué la vue sur l'horizon. Donc ça a été fait il y a 20 ans. Il n'y a pas eu d'inondation de ce type il y a 25 ans. On est bientôt au terme trentenale. Donc,
tempête, mais aussi calme plat. Donc, cet horizon qui est fixe, en fait, il est toujours changeant, ses couleurs, selon l'heure de la journée, par les couleurs ou par le vent, la marée, etc. On a les deux éléments un peu immatériels au loin, on ne sait jamais trop la ligne finale, là où commence le ciel. En revanche, quand elle se manifeste de façon physique, c'est très incarné. C'est l'eau qui rentre voilà. Ma maison elle résulte d'une envie d'habiter quelque part, la mienne, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et de l'acquisition d'une parcelle bien avant la réalisation de la maison, une douzaine d'années avant. Et on est dans une situation assez particulière, elle est atypique par rapport aux autres. Elle est côté, donc l'adresse c'est le boulevard de Cornouailles, la digue a été construite en 2001 et l'enrochement. Voilà les repères que tout le monde pratique et connaît. De l'autre côté, un fond de parcelle. J'ai simplement fait des trucs très laconiques pour expliquer que la dimension de la maison, voire son aspect, ou en tout cas ses proportions, ne sont pas liées forcément à une volonté personnelle, liée à un mode d'habiter, une envie, tout ce que, ou un budget d'ailleurs. C'est que ce qui règle en tout cas ces questions souvent, je pense que vous savez pareil, c'est qu'on a des règlements, des PLU, ici, qui à partir d'un alignement sur rue et d'un fond de parcelle, c'est deux principes liés, impose un recul sur rue, 5 mètres, quand je parle du PLU, et un recul par rapport à la limite de fond de parcelle de 6 mètres. C'est les emprises maximum en transversale qu'on peut s'accorder. Le cas particulier de ce terrain, c'est que, en raison des risques d'inondation, il était imposé que le niveau de vie, c'est pas un jeu de mots, ne soit pas inférieur à une certaine cote qui correspond à, de mémoire, 30 cm au-dessus du péret de la digue, de la nouvelle digue. Oui, très complexe. On ne disait pas c'est plus 4 mètres, plus 6 mètres, c'était X centimètres. Ça donne déjà une indication sur la façon dont les choses se présentent. En hauteur, une limite, comme les PV vont être maxi. Moi, pour des raisons de surface, je ne réclame pas une surface énorme, et surtout aussi, je dirais, pour une raison d'attitude presque physique, quand on regarde quelque chose, on ne se colle pas les vitrines, tout le temps, on a tendance à reculer. Je me suis reculé, j'ai pas pris les 5 mètres, je suis à 9 mètres. Ça me donne un horizon beaucoup plus ample que moi dans la hauteur. J'ai respecté le fond de parcelle, comme une maison qui fait en profondeur, on va dire, 9 mètres. Tout ça délimite un gabarit et une situation dans l'espace. Vous voyez, mon pointillé, il flotte, parce que je ne saurais poser la maison sur le sol. Donc, j'explique comment ça s'est fait. D'abord, il faut comprendre que j'ai un sol qui est en dessous du niveau de la route. C'est un des rares des rosaires. La plupart existaient déjà, puisque le boulevard de Cornouailles est un creux, ça se voit pas trop, et le bas du creux correspond à mon adresse. Donc l'obligation du PLU était de remblayer toutes les maisons à côté, vous verrez, les maisons plus récentes, enfin remblai, comme les plus anciennes au fil du temps. Tout ça pour éviter les inondations de sous-sol. Donc, je commence par faire un petit mur de soutènement, je suis en coupe, pour, comme tout le monde, comme le règlement l'impose, remblayer la première distance à l'espace public de terre, c'est un jardin. Je construis une rampe, puisque je ne peux pas non plus accéder en voiture si je reste en haut, puisque le reste du terrain n'est pas. Et je construis un dallage assez conséquent, avec un nombre conséquent de pieux. Le terrain est d'une très mauvaise qualité. Le bon terrain est à 12 mètres au-dessous. Le reste, c'est du béton et du sable. Donc, une première surprise, pas tellement bonne financièrement parlant, mais ça me permet d'appuyer dessus 2 murs de fond qui vont nous servir de support à installer 4 poutres métalliques. Métalliques parce que le problème de ce mauvais sol, c'est que je ne peux pas avoir une construction lourde.
en poids. Donc la question de cette maison n'a pas été de savoir si elle serait blanche, grande, ornementée ou pas, c'est quel poids ferait-elle. Donc je suis limité par rapport au calcul, là on rejoint la thématique, c'est le seul calcul dont je parle à ce soir, un calcul qui m'impose de faire une maison qui pèse un certain poids et qui ne saurait excéder 50 tonnes tout compris. Ça a l'air énorme, 50 tonnes, mais finalement, la charpente métallique, elle est toute en charpente métallique, en pèse 28. Donc j'avais un peu de marge pour faire les planchers collaborants et les cloisons et l'étanchéité. Mais ça a commencé comme ça l'histoire. La hauteur des poutres, elle est en fonction de la portée, puisqu'il n'y a aucun poteau intermédiaire dans la longueur. Alors les poutres, on voit les quatre, les planchers s'accrochent et le dernier étage partiel se pose dessus, mais de façon un peu plus discrète. La maison est totalement symétrique. Il n'y a pas de partir du moment où le système constructif m'a été un peu imposé, mais avec mon plein accord, bien sûr. J'ai fait quelque chose qui résulte uniquement de la structure des poutres. C'est des poutres qui font 70 cm de haut, il y en a 4. Et toute la maison tient dessus, sans point d'appui intermédiaire, ce sont les 16 mètres de la longueur de la maison. De l'autre côté, quand on regarde de la mer, mon jardin en creux, le terrain initial, les deux limites séparatives, la limite basse pour niveau de vie, la limite haute comme tout à l'heure, et un gabarit lié au PLU, puisque plus on monte, plus on doit s'écarter du voisin, qui me donne potentiellement cette forme-là. C'est celle qui est restée. Sauf que je n'ai pas tout à fait utilisé l'essentiel du gabarit, on verra. Donc mes deux murs latéraux en bas, en béton, posés sur mon console de béton, le mur de soutènement qui est en jardin, et le galbe de la maison qui s'affranchit du potentiel maxi que j'aurais pu utiliser et qui donne la forme, aujourd'hui, l'aspect de la maison, comme en témoignent les plans techniques qui sont arrivés bien après une petite maquette que j'avais faite pour moi, pour un peu me faire comprendre ce que je faisais, qui a donné naissance effectivement là à un calcul qui n'est pas de mon fait, je ne sais pas calculer tout ça, donc c'est le constructeur et son bureau d'études qui l'ont calculé, les hauteurs minimales de poutres et les portées. Voilà ce que ça donne, et maintenant on arrive. Voilà le chantier. Alors le chantier c'est long à démarrer, enfin non, il se passe rien pendant un moment, le temps que les études se fassent, mais quand les camions arrivent, avec les bruits de levage, ils se montent en même pas une semaine. Donc ça surprend beaucoup le voisinage immédiat. Ça va très vite, voilà, entre la première je vous ai montré et l'autre, il y a 5 jours ouvreux. Alors ça, c'est un grand plaisir, parce qu'on découvre rapidement ce que va donner notre lieu. Ce qui n'est pas pareil quand on fait des maisons en dur ou dans d'autres configurations. Et premier réflexe, c'est de monter son premier niveau, voir si on voit la mer. Parce que finalement, quand on habite à la mer, on n'a pas trop le choix. On voudrait faire autrement que les autres. C'est quand même pas très bien de se dire, je vais tourner le dos. On regarde la mer, comme tous les riverains de ce bord. Donc, moi, je me suis rassuré le premier jour. Je voyais la mer. Et quand je montais au petit étage supplémentaire, je voyais encore plus grandement la mer. Pardon. Et j'ai un voisin derrière, dans la parcelle, parce que j'ai oublié de le dire en arrivant, mais la plupart des parcelles qui, au départ, étaient toutes pareilles, gros air, en gros, 45 mètres de profondeur et 16 de là sur la rue, ont été recoupées au gré des successions, des achats, etc. Ça s'est intensifié, et maintenant, la plupart des terrains des 2 premières lignes ont été coupés en 2, et il y a 2 maisons dessus. Donc, j'avais un respect pour mon voisin, qui est un ami, et qui est resté un ami, de façon qu'il puisse, à travers la maison, continuer à avoir quand même une perception de la maison de la mer au premier chef. Donc c'est rassurant. La maison est simple, alors tout le monde se demande ce qui se passe, si c'est une maison, si c'est des bureaux, si c'est une extension de l'école de voile qui a été faite presque en même temps. Donc c'est une maison pour un homme seul. Donc c'est pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a une vie de famille, une succession à préserver. Donc il y a un espace de vie, toute la partie gauche est un espace de vie, un grand séjour, voilà. Un bloc technique, très peu de cloisons, un escalier qui monte, et
de l'autre côté d'une terrasse à ciel ouvert, une deuxième partie, bureau, enfin un peu ce qu'on veut, mais qui est moins utilisée. Ces deux elles sont reliées par un petit segment qui est une terrasse couverte, qui est elle-même vitrée, parce que faire un balcon côté nord en Moselle, c'est un nord, on ne peut pas y aller, sauf à être protégé du vent et de la pluie. Et l'étage, le seul étage, c'est au-dessus de la partie principale, c'est simplement un studio. Voilà, chambre 5 mètres. Elle est très très simple. Pour être plus précis, elle fait 150 mètres carrés à Vital. Elle pèse donc 40 tonnes. Alors, 40 tonnes, c'est quoi? C'est 20 voitures. C'est pas grand-chose, mais bon, elle est légère en fait. C'est presque un paradoxe de faire une maison légère face au bourrasque. Donc, voilà la vue qui est la vue publique. Alors quand je dis symétrique, c'est dans toutes les dimensions, quoi. La poutre du bas est identique à la poutre du haut, et pareil de l'autre côté. Côté jardin, voilà, c'est les mêmes 4 poutres. La seule variation, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture sur mon voisin côté pour les volumes du haut. Et le rapport à la ligne d'horizon, parce que c'était le thème, effectivement, il est permanent parce qu'elle est extrêmement vitrée tout en étant thermiquement acceptable. Mais c'est un rapport étrange, on a un peu perdu au début parce que la vue frontale en arrivant de bas, elle est directe, cadrée. Selon l'heure, selon le coefficient de marée, selon plein de choses, elle change tout le temps. On peut faire une photo, ce ne seront jamais les mêmes. Et comme j'ai des façades filantes, avec une fenêtre de chaque côté, une seule fenêtre qui fait 16 mètres de long sur 1,60 de haut, on contourne la tête, parce que dans mes deux façades de retour sur l'entre-deux de la terrasse, c'est pareil, c'est un même système de vitrage entièrement vitré, qui fait que finalement l'horizon se démultiplie, il est encore plus grand que ce que j'aurais pu imaginer en ayant deux œillères. Donc dans toutes les directions, y compris en se reculant, y compris de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Tout ça grâce à un système de vitrage assez courant, c'est pas nous qui l'avons, c'est très ancien, c'est du vitrage bord à bord, j'ai pas de montant. Et effectivement, ça empêche d'avoir tout d'un coup un séquençage des vues, parce qu'on ne voit pas la rupture entre les deux volumes vitrés. Comme les façades latérales sur les côtés sont faites de la même manière, le jeu des reflets amplifie encore ce système d'être pratiquement dehors. Et croyez-le, c'est pas gênant. Je n'ai jamais eu le sentiment de m'être mis en vitrine. On a toujours des sapins à retrait, un retrait qui préserve un peu le minimum d'intimité que j'ai des rideaux. Et de haut en bas, puisque j'ai deux niveaux, c'est pareil. On est toujours, quoi qu'on fasse dans la maison, au contact de la plage, de la mer, du voisin, du jardin de mon voisin, bien sûr. Il y a toujours ce contact permanent, ce qui fait... En fait, c'était la bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Voilà. Et le soir, ça change parce que l'éclairage public, il prend le relais et il produit un effet assez intéressant, c'est qu'il met en lumière uniquement le trait blanc, les jaunes, le trait blanc de la digue. On veut peu de là. Et tout d'un coup, la nuit, ça s'intimise beaucoup plus parce que l'horizon, il se rapproche considérablement. Ce sera un peu plus tenu. Alors, on peut multiplier ce genre de photos, c'est jamais pareil. Les strands, ils changent tout le temps de couleur selon la marée, selon la couleur du ciel, droit vers plat. Et je finis mon présentation sur tout d'un coup un peu de recul. J'ai montré que des photos qui regardent l'horizon auquel la maison se dédie de la plage. Je voulais la montrer parce que je trouve que c'est peut-être pas mal de s'intéresser à ce qu'il y a dans le contexte. On parle toujours de l'insertion, inscription, anonymat, installation du moins dans le site. Quand on revient à l'école de voile, qui est la rosarienne la plus proche de ma maison, cette école de voile, elle sert beaucoup. Elle a eu une vie. Elle a changé déjà 2 fois de véranda, puisqu'elles ont été dégradées. Et celle qu'on fait, je ne sais pas si vous êtes là, je ne vous vois pas. Ouais, je voulais vous dire, merci.
je trouve qu'on entretient une certaine parenté, c'est un projet que j'aime bien, je vous le dis, avec tous les deux, on est réglé sur les mêmes proportions en hauteur, et c'est marrant parce qu'on a une espèce de... On prend en étau le vide de la courbe et l'école de voile, mais on est dans tout d'un coup une ligne, et si on fait la photo de plus loin, j'ai pas le temps de la faire, les cabines qui sont encore 50 mètres plus loin à droite sont aussi dans ce ruban blanc très clair qu'on voit du large. Alors évidemment, quand on se promène sur la digue, on ne perçoit pas ça, mais quand on va sur l'eau, ou même à Marie-Travaste, voilà. Donc je trouve qu'on s'est bien, sans se parler, tous les quatre, on s'est bien entendu. Je n'ose pas dire pour le bonheur de la plage, mais en tout cas, on est plutôt mesuré. Je trouve quand même de ne pas me sentir tout seul. Bon, merci. Bonsoir à tous. Donc on va essayer de prendre le relais de David. Donc Jules et moi nous sommes rencontrés à l'école d'architecture. C'est là-bas qu'on a croisé la route de David. Donc c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec lui ce soir, d'autant plus ici dans ce bâtiment conçu par Nook, parce que son enseignement nous a vraiment marqué et influencé notre manière de travailler. Donc notre activité elle se concentre en Bretagne majoritairement entre Rennes et Saint-Brieuc. On travaille quasi exclusivement sur des maisons individuelles, que du neuf principalement. Au départ, c'était pas vraiment un choix, c'est uniquement parce que la commande de maisons individuelles est nettement plus accessible pour une jeune agence comme la nôtre. Et puis finalement, c'est une commande qui nous va bien, parce que la maison individuelle, c'est un grand terrain de jeu, un terrain d'exploration. Chaque projet est différent, les maîtres d'ouvrage aussi. Chaque site raconte une autre histoire. Finalement, ça correspond bien à l'échelle de notre agence aujourd'hui. Donc les premières commandes, pour nous, c'était pour nos proches. Et pour entrer dans les budgets, on a dû mettre la main à la pâte, littéralement, c'est-à-dire qu'on ne suivait pas uniquement le projet en tant qu'architecte, on a dû les construire vraiment. Au départ, c'était très pragmatique, donc rentrer dans les budgets et les construire. Puis petit à petit, c'est devenu une vraie envie. On a toujours été très motivés, nous, par l'acte de bâtir. On était impressionnés par ceux qui construisaient nos maisons au départ. Et puis tout d'un coup, on s'est demandé pourquoi pas nous. D'où la création d'une deuxième entreprise de construction bois. Donc on a passé nos titres pro de constructeur bois pour pouvoir ouvrir cette deuxième entreprise et accompagner les maîtres d'ouvrage du premier coup de crayon jusqu'à la livraison. Bon, c'est pas l'objet de notre présence ici ce soir. Par contre, ça influence vraiment notre manière de travailler. Dès qu'on dessine, on est projeté sur le chantier et on essaye de comprendre et d'anticiper tous les petits aléas qu'il pourrait avoir en tant que constructeur. Ça nous rappelle un peu la philosophie de Rural Studio. Donc apprendre en construisant et construire pour comprendre. Donc désormais, nous, on avance hiérarchiquement, toujours avec des principes qu'on essaye d'appliquer à chaque projet. Tout d'abord, un mot sur notre engagement écologique. C'est quelque chose qui guide quasiment quotidiennement nos décisions. C'est un exercice très difficile pour nous de prendre du recul sur notre production, même si elle n'est pas aussi grande que celle de David. De mettre des mots sur la manière dont on travaille et de dessiner notre processus. On a essayé d'identifier 4 constantes. La première, c'est une exigence de performance thermique. Quand on sait que 70% des gaz à effet de serre d'un bâtiment résidentiel sont émis lors de son fonctionnement, on se dit tout de suite qu'il faut réduire ses besoins. Donc ça se traduit par une forte isolation, une attention portée à l'étanchéité à l'air, des vitrages du triple vitrage pardon, et une bonne ventilation. Donc avant de produire de l'énergie, on essaie déjà nous d'être économe. La deuxième constante, c'est de construire en bois. Donc en fait, on essaye d'abord d'utiliser des matériaux biosourcés. Le bois, c'est assez naturellement imposé à nous.
Dès que possible, on essaye de l'utiliser en variant les essences selon les usages. Donc, par exemple, de l'épicéa en structure, un bardage en bois en Douglas ou un parquet en chêne massif. C'est un cadre qu'on se donne par conviction et par engagement écologique, mais il évolue vraiment en fonction des projets, des contextes et des budgets. La troisième constante, c'est d'offrir une vue sur l'extérieur à nos usagers. Donc ça peut être un potager, un arbre remarquable ou le grand paysage. C'est vraiment de créer une relation entre l'intérieur et ce qui l'entoure, mais ça peut aussi être un apport calorique pour la maison, c'est-à-dire que la fenêtre se transforme en chauffage pour la maison lorsqu'elle est bien orientée. Et la dernière constante qu'on a identifiée dans notre travail, c'est l'économie de sol, parce qu'on sait que c'est une ressource finie. Les politiques de préservation nous obligent à être plus contenus dans nos projets. Et on sait aussi que les terrains sont de plus en plus rares et de plus en plus petits, ce qui nous pousse à faire des choix. C'est-à-dire qu'on réfléchit à 2 fois avant d'installer la maison pour qu'elle soit installée de manière optimale. Je pense que c'est pas un hasard parce que nos 4 derniers projets ont été dessinés sur des parcelles qui sont comprises entre 150 et 310 mètres carrés environ. Et à chaque fois, on est monté sur du R+2, donc ça colle bien avec le thème de la conférence. Mais c'est pas vraiment un cas isolé, c'est une vraie tendance aujourd'hui de travailler sur des terrains contenus. Donc il y a des projets à Rennes et à Saint-Brieuc. Le dernier, c'est le projet qu'on va vous présenter un peu plus longuement aujourd'hui. Bonsoir. Du coup, le projet qu'on va présenter plus en détail, il se situe à Saint-Brieuc, dans le quartier Saint-Michel, sur le versant sud de la vallée du Gouët. Donc il se situe tout au fond d'une petite impasse, donc l'impasse Morgan. C'est un terrain qui est très en pente. C'était initialement le jardin de la maison, d'une maison en contrebas, mais qui n'était pas utilisée et qui est devenue une friche. Et la qualité de ce terrain, c'est qu'il bénéficie d'une très belle vue sur le paysage, sur le port du Légué, le viaduc et toute la végétation alentour. Donc, quand on aborde le projet avec Lucas, on a ces enjeux en tête, donc de traiter de la pente, d'anticiper les accès de chantier, pardon, et les contraintes urbanistiques qui vont arriver petit à petit. Et l'objectif majeur, comme sur le projet de David, c'est de réussir à capter la vue et le panorama. Donc la commande, elle est assez simple, c'est une commande plutôt classique, une maison d'habitation, 2 chambres en bureau, 3 chambres, une grande pièce à vivre, un parking qui peut se transformer en jardin d'hiver selon les moments de l'année. Donc là, on voit la parcelle en plan et en coupe. Donc on voit que la topographie de la parcelle, elle est importante. L'accès au terrain se fait par le haut, par l'impasse. Et donc rapidement, lors des premières visites de site avec Lucas, on se dit qu'il va vite falloir créer une plateforme de stationnement, un parking qui va faciliter l'accès de manière générale, aussi bien pour la maison future que pour le chantier. Et donc à la lecture du PLU, on découvre le gabarit dans lequel on doit s'installer, et quand on l'adapte au terrain en pente, ça génère une géométrie assez complexe, et on se rend compte que le schéma qu'on a esquissé ne s'inscrit pas dans ce gabarit. Donc on fait le choix de poser la maison sur le parking, et donc ça génère une construction haute, qui va devoir se développer sur 3 niveaux. Voilà le projet avec sa pente de toit et ses épaisseurs de mur. Donc on se pose la question de la répartition des niveaux. Naturellement, on installe le niveau du parking au rez-de-chaussée, rez-d'impasse. Donc ça constitue aussi une zone d'entrée couverte. C'est une zone qui n'est pas isolée. On peut y aménager une buanderie et une zone de stockage ou de bricolage selon les usages. Et donc on s'interroge tout de suite
sur l'emplacement que doit prendre la pièce à vivre. Et on fait le choix de l'installer au sommet de la maison, car de cette manière, on peut échapper à la cime des arbres et se garantir une vue sur le légué et sur le viaduc. Et de la même manière, on peut ouvrir une fenêtre haute sur la façade sud, parce qu'il faut savoir que sur le versant sud de la vallée, c'est le versant qui est assez peu ensoleillé, c'est le versant nord qui bénéficie d'un ensoleillement maximal, le côté Plérin. Et donc en installant cette fenêtre haute sur cette façade, on parvient à capter la lumière du soleil et quelques calories solaires aussi. Et donc par conséquent, le dernier niveau de chambre vient s'installer au centre de la maison, donc le bureau, les 2 chambres et la salle de bain. Donc la construction est haute et elle va engendrer des problématiques structurelles parce qu'elle a une forte prise au vent et que ça peut générer un mouvement de bascule. Donc les efforts produits sur les fondations et sur le pied de la construction sont importants, des efforts d'arrachement et de compression. Donc pour remédier à ces problématiques, on est dans l'obligation d'ajouter 2 murs en béton sur le niveau du garage, qui va venir rigidifier la construction, car le béton est plus rigide et le bois est beaucoup plus souple. Au niveau supérieur, il y a 2 simples cloisons qui se transforment en murs structurels bois, qui vont venir eux aussi aider à résister aux efforts et à la poussée du vent. Et au dernier niveau, comme on prend le parti de vitrer la totalité de la pièce, on est dans l'obligation de renforcer la structure bois par des bracons métalliques. Donc c'est des pièces métalliques qu'on voit en diagonale et qui viennent renforcer le lien entre les poteaux et les traverses de la façade. Durant la conception, on essaie d'anticiper assez rapidement les problématiques de chantier parce que l'accès est très compliqué, l'impasse est étroite, donc on interroge rapidement les livreurs de matériaux et un grutier pour anticiper un éventuel bruitage de murs ossature bois préfabriqués en atelier. Tout le monde nous répond que ça va pas être possible, donc on en conclut qu'il va falloir approvisionner le chantier en matériaux sur des fourgons, des camions, sur les galeries des camions, et on met en place des dispositifs pour s'économiser. Donc là, on avait fabriqué une chèvre avec 2 bastins assemblés de manière triangulaire, et avec un treuil électrique fixé au sommet pour pouvoir se lever les matériaux d'étage en étage. Et donc toute cette logique de chantier, on la communique à l'ingénieur bois et on lui explique qu'il va falloir que la maison s'assemble avec des petits modules, des petits murs ossature bois, car on va devoir les lever à la main. Et donc toutes les couleurs et tout le découpage, ce sont les différents murs que l'ingénieur conçoit en réponse à notre demande. En plus de ça, on lui dit qu'on ne va pas être capable de lever des grosses poutres lamellées-collées durant le chantier, vu qu'on est très peu outillé, donc il va falloir trouver des stratégies pour que ça soit plutôt léger. Donc après, la stratégie de montage, elle est assez simple. On va monter plateforme par plateforme. Donc là, c'est la première plateforme, celle que le maçon a fait. Le dallage, les premiers murs ossature bois qui se lèvent dans le garage, apparaît aussi le premier plancher, et donc là on est sur le niveau des chambres, la dalle est finie, et chaque nouvelle plateforme qu'on constitue doit devenir l'espace où on va travailler, où on va assembler les murs. Donc là on voit sur la photo au fond les premiers murs ossature bois qui sont levés, au premier plan des montants qui sont disposés, prêts à être assemblés et cloués, et qu'on lèvera ensuite à la main.
Donc ça, c'est le niveau des chambres qui est terminé. Et donc on a nos deux fameuses cloisons qui sont transformées en murs structurels au centre de la maison, qui sont des murs de contreventement qui viennent solidifier la maison. Et enfin, le dernier niveau, donc qui est aussi la plateforme sur laquelle on va travailler, on assemble la structure de la façade vitrée, pardon, poteaux et traverses les uns après les autres. Et on a levé tous les murs de l'étage et on peut installer et poser la charpente, donc, qui est constituée de poutres en I. Donc ce sont des éléments industriels dérivés du bois qui sont très résistants et qui peuvent porter de longues distances. Donc là, en l'occurrence, 5,50 m. Et ce sont des éléments qui sont très légers. Donc dans notre cas, ça nous allait bien. Et ensuite, on vient poser en applique extérieure la façade vitrée sur la structure bois. Donc on aperçoit dans le reflet le panorama qui est offert ensuite à la pièce à vivre là-haut. Donc finalement, un peu comme le projet de David, nous, notre objectif, c'était d'aller capter la vue sur le panorama, sur le port. Et pour faire une analogie avec les mathématiques, nous, on a une approche assez méthodique. On se donne un cadre à chaque nouveau projet, mais la donnée qui varie à chaque fois dans l'équation, c'est le contexte. Et c'est ce contexte qui fait qu'on a sans cesse un nouveau résultat. Et voilà. Merci. Merci. Bien, je me permets juste de partager avec vous quelques réflexions que j'ai pu faire, notamment grâce aux rencontres que nous avons eues, moi-même avec le collectif Archéo, et justement sur ce lien entre mathématiques et architecture. Alors, c'est un lien qui semble évident a priori. Alors, on pourrait déjà se poser la question, quelle est cette évidence? L'évidence d'abord, c'est que, en mathématiques, il y a un certain nombre de sciences précises, notamment la géométrie, et la géométrie, ça donne un cadre pour des outils, et des outils, pour les formes, les surfaces, les volumes. Ça aide pour les représentations, ça donne des perspectives. Et aussi, il y a l'algèbre, l'analyse qui interviennent et qui finalement vont permettre de faire tous ces calculs compliqués qui vont apparaître au fur et à mesure de la création d'une maison ou d'un autre bâtiment. Donc on se retrouve finalement dans une idée de mathématiques utilitaires, voilà. Voire on peut aussi appeler ça des mathématiques appliquées. Et il faut aussi remarquer que cette partie, disons, des mathématiques appliquées à l'architecture, de plus en plus, est faite par tous les outils numériques, et puis je pense aussi bientôt, sinon bientôt, par l'intelligence artificielle. Donc, cette partie-là va-t-elle demeurer finalement? Est-ce qu'on peut... C'est un débat, j'ai absolument aucune... j'ai pas de réponse, mais est-ce que finalement on peut se passer finalement des mathématiques qui vont être faites par un tiers objet? Je ne vais pas parler d'une tierce personne. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut se poser, c'est une première réflexion que je me suis faite. Mais ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et effectivement, cette autre chose qui pourrait lier mathématiques et architecture. Alors,
qui me semble essentiel, et ce qui rapproche les deux, c'est la démarche. Oui, ça peut paraître étonnant. La démarche, c'est-à-dire comment va-t-on construire un bâtiment ou comment va-t-on résoudre un problème de mathématiques. Apparemment, ça ne paraît pas être tout à fait évident. Alors, effectivement, dans les deux cas, on part d'un cadre. Un cadre où il y a des exigences, des contraintes. Pour l'architecte, la réglementation, le PLU, la nature du terrain, c'est du sable, c'est de la boue, c'est du béton, c'est du granit, c'est pas la même chose. Il y a il y a aussi les facteurs économiques. De l'autre côté, pour le mathématicien qui veut résoudre un problème, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, ce qu'on appelle, il y a des axiomes, c'est-à-dire des vérités qui sont admises et qui vont servir de base pour construire toute la problématique, pour construire le problème, la résolution du problème, excusez-moi. Et puis les théorèmes, les hypothèses que l'on fait au départ, et donc tout ceci crée des cadres sur lesquels finalement on ne peut pas jouer. Et puis à l'autre bout, il y a le projet, c'est-à-dire le projet idéal, c'est-à-dire l'intention, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut arriver. Alors on veut résoudre le problème, dans quel sens, pour les mathématiques, arriver à une maison comme celle-ci, avec toutes ces contraintes. Là aussi, c'est celle que je dirais le projet rêvé quelque part, le projet idéal. Et entre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entre, il y a justement cette démarche qui va du cadre initial, et qui part donc de ce cadre initial et qui va s'affiner au fur et à mesure, et qui va aboutir, ou pas, à la résolution du problème, ou qui aboutira ou pas à la réalisation. Et je pense que c'est effectivement ce chemin que l'on fait, cette démarche, qui lie finalement le métier d'architecte et le métier de mathématicien. Enfin, c'est une réflexion tout à fait personnelle que je me suis faite. Et puis, pour terminer, je dirais d'ailleurs aussi, l'architecte et le mathématicien, peut-être aussi, pour aller, l'artiste et le mathématicien, parce que bon, finalement, cette démarche, on la retrouve aussi dans les arts, dans tous les arts. Bon, c'est tout. Je vous remercie.